Mikili Live. Aussi à Blaise Ndila, sans oublier le réalisateur de cette émission, à Bosco Oka Blomba. Question publique va aujourd'hui, comme d'habitude, tabler sur divers dossiers. Nous sommes tous sans ignorer qu'il s'est tenu du 2 au 9 de ce mois, bien entendu septembre 2009, le sommet de la SADC en République démocratique du Congo. Et ce sommet, bien entendu, s'est clôturé par la prise du pouvoir, si nous devons le dire ainsi, par le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Dans cette émission, nous allons tabler sur cette question. Qu'est-ce que cela va nous apporter? Diverses questions se posent par rapport à ce dossier. Dans cette émission, les sources dignes de foi disent que bientôt il y aura un remaniement de gouvernement. Pour quelle fin devra-t-on remanier et qu'est-ce que ça va changer? Aussi, nous allons clore, si le temps ne va pas nous faire défaut, avec le dossier Jean-Pierre Bemba. Et bien entendu aussi, la grève des médecins. Par rapport à ces sujets assez importants pour vous, fidèles téléspectateurs, nous nous faisons l'honneur, comme vous avez vu dans les à côté, de recevoir deux éminents invités. Alors, vous avez vu dans les images des à côté, et bien entendu, des préparations de cette émission, les invités, et que je m'en vais déjà recevoir sur ce plateau, qui vont entrer les deux en même temps, et bien entendu, comme nous allons leur installer, c'est par là que je vais faire les présentations. Donc, je demande à nos deux invités, nos deux éminents invités, des questions publiques de ce soir, de faire leurs entrées dans ce plateau. Voilà, je veux recevoir les invités. Bonsoir, président Ronca. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Installez-vous. Voilà, mettez-vous. Le téléspectateur, nous recevons sur ce plateau le professeur Moupapa. Professeur Moupapa, bien sûr, c'est un fin politicien et il est cadre du PPRD. Alors, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ben, ça va. Au rythme de la SADC. Voilà, effectivement. Une joie, une victoire du fait que... C'est un grand moment et c'est pour nous, pour le Congo, c'est très positif. Qu'est-ce que vous pensez de votre candidature? Monsieur Mokia, j'ai l'habitude de le revoir, d'être en face de lui. C'est quelqu'un qui se bat bien et je crois que de nous deux sortiront les lumières sur les sujets qui nous sont proposés. Merci beaucoup, professeur Moupapa. Monsieur Gabriel Mokia, président du MDECO. Merci. Et aujourd'hui, vous appelle l'autorité suprême de demain. Avec plaisir. Comment vous allez? Très bien. Au rythme de la SADC? Oui, au rythme de la SADC, au rythme de ce que nous avons vécu, on verra bien, nous allons le décortiquer tout à l'heure. Alors, je vous prends d'une façon comme ça à la volée. Selon vous, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que la RDC a bénéficié ou peut gagner du fait que le sommet s'est organisé ici à Kinshasa? Bon, je ne peux pas me contredire. J'avais déjà dit que la RDC Congo ne gagne rien dans cette affaire. Ne gagne rien. Et comme la RDC ne gagne rien, moi en tant que politique, j'aurai le plaisir de donner mes propositions et mes critiques pour que l'opinion sache dans quel chemin on veut nous amener. Et pourquoi nous sommes arrivés là, le peuple saura tout à l'heure. Pourquoi la SADC? Pourquoi la CAC? Et pourquoi pas la francophonie? La question reste posée et je vais y répondre moi-même. Prof Moupapa, pourquoi la SADC? Pourquoi pas la francophonie? Ça veut dire quoi, pourquoi pas la francophonie, puisque le président de la République participe aux réunions de la francophonie, lorsque ça a lieu. Et moi j'espère que dans les jours qui viennent, les années qui viennent, il pourra y avoir un sommet de la francophonie à Kinshasa, car la République démocratique du Congo est pratiquement le premier pays francophone du monde, hein, en termes de superficie, en termes de la population. Donc je crois que c'est pas que
on va à la SADC ou à la CEAC, mais pas à la francophonie, là, c'est pas correct. Parce que moi qui vous parle, j'ai déjà été à un sommet de la francophonie avec le chef de l'État, à Ouagadougou. Donc, nous sommes présents. La République démocratique du Congo est présente dans toutes ces assises-là, dans tous ces forums. Alors, quelle lecture faites-vous de ces assises, bien entendu, de la SADC ici à Kinshasa? Mais écoutez, il faut remonter dans le temps, dans l'histoire, de voir que la République démocratique du Congo a été au banc, de presque banni de la chaîne, la scène internationale. Oui. Et petit à petit, on s'ouvre. Il y a eu la CEAC où le président de la République a occupé la présidence. Et aujourd'hui, depuis que la SADC existe, mais nous avons adhéré en 98, que nous avons adhéré à la SADC. Aujourd'hui, nous accueillons le sommet de la SADC à Kinshasa. Et en plus, par conséquent aussi, le président de la République devient le président en exercice de la SADC. C'est une grande ouverture politique. Une grande ouverture politique. Aujourd'hui, le Congo doit jouer son rôle d'un grand pays au cœur de l'Afrique, oui, et dans le monde. Et ce genre d'ouverture, je crois, c'est quelque chose qui doit nous réjouir. Ça montre que les choses ont changé, que le Congo, on le reconnaît dans le poids qui est le sien sur la scène internationale. Je crois que c'est une très très bonne chose et nous ne devons pas négliger ça parce que nous venons de loin, où on nous invitait nulle part, où on allait nulle part, et maintenant que le monde s'ouvre au Congo, et que nous recevons les grandes personnalités du monde. Parce que récemment nous avions reçu le secrétaire d'État américain, le président de la Banque mondiale. Voilà, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Donc c'est des signes qui disent que le Congo s'éveille, que le Congo entre sur la scène internationale, que la République démocratique du Congo commence à peser. Parce que pendant une année, la République démocratique du Congo va piloter la SADC qui regroupe 15 nations. Donc c'est quelque chose de très important. Monsieur Gabriel Mokia, ce sont des signes qui montrent à suffisance, qui prouvent à suffisance que la RDC pèse et va encore peser davantage. Merci beaucoup. Mais je crois que là, on ne peut pas confondre des choses. La RDC ou le Zaïre avait toujours été pesé. Notre pays pesait beaucoup en ce temps. Parce que si vous regardez le nombre de milliers de diplomates accrédités dans notre pays depuis la Deuxième République, c'est aujourd'hui qu'il y a des petits problèmes au niveau de nos ambassades. Mais la RDC a joué un rôle très important. Nous avions en ce temps pesé de notre poids pour que Mandela puisse sortir de la prison. Ça, c'était la République du Zaïre. Et Mandela est arrivé à Goma, Mobutu l'a accueilli et il a présenté à la face du monde, dans notre capitale, que celui-ci que vous voyez, il sera le chef de l'État, le prochain chef d'État de l'Afrique du Sud. Les petits pays ici comme la Namibie, avec Sam Nujoma, vous voyez comment Sam Nujoma s'était mis un jour par terre en République démocratique du Congo. Et c'était Mobutu qui l'avait relevé. Mobutu avait dit que celui-ci va être chef de l'État. Il a payé de ce poids pour que Sam Nujoma soit chef d'État et que leur pays était devenu indépendant. Et si je peux rentrer en arrière, je peux vous informer que le Congo, notre pays, c'est le deuxième pays au monde de la francophonie. Le pape Jean-Paul II a fait 2 tours en République démocratique du Congo. Dès que les astronautes avaient quitté là où ils étaient, ils ont été accueillis ici avec tous ces plaisirs dans notre pays, des États-Unis en République démocratique du Congo. Donc nous avions une si grande diplomatie à ce temps. À entendre parler les amis, le pouvoir, c'est comme si c'est aujourd'hui qu'est né le Congo, est né la diplomatie dans notre pays. Alors que
c'est le tâtonnement parce qu'ils avaient pris le pouvoir dans notre pays par les armes, ils ont tout détruit. Et les gens n'aiment pas là où il y a des bruits de bottes. Si on commence à réparer, mais on ne peut pas donner l'impression comme si hier c'était rien, ce n'est qu'aujourd'hui que le Congo est tâté de se remonter. Non, rien du tout. Nous avons construit les barrages d'Inga. Le maréchal Mobutu avait obtenu en ce temps auprès de la Banque mondiale et Fonds monétaire, ces institutions internationales, 4,5 milliards de dollars pour construire les barrages d'Inga. Et si je vois des milliers de voyages que l'Occident a effectués ici par ses fils, ce n'est pas à comparer aujourd'hui. Et on avait une tête haute sur l'échiquier international. Ce sont les petits pays ici, africains, surtout de la SADC, qui étaient venus mettre de la poudre aux yeux des peuples congolais de notre pays pour que nous ne soyons pas considérés par la même communauté internationale qui les avait encouragés. Mais si on commence à réparer un pinet qui était troué, on ne peut pas s'en prévaloir. Ce n'est pas une nouveauté. Pour vous, tout ça, c'est rien. Tout ça, c'est rien parce que c'est comme si, avec la diplomatie de Joseph Kabila aujourd'hui, et que le Congo est remonté. Non, or que c'est la faillite. J'aimerais savoir qu'est-ce que la SADC a apporté dans notre pays. Mais rien du tout. Si ce n'est que venir démolir les grands Congo avec ses richesses. Comment la SADC va démolir le Congo? Je prends un exemple. Laurent Désiré Kabila qui a fait adhérer notre pays à la SADC, puisqu'il parlait l'anglais, puisqu'il voulait être aidé coûte que coûte par les pays voisins, les pays de l'Afrique australe, entre autres Zimbabwe, Namibie et tout ça. Namibie avait oublié les bonheurs de la République d'Isaïe, mais il s'est aligné dans l'axe du mal en sautant pour piller le Congo. Alors, regardez maintenant, avec cette coopération sans lendemain de la SADC et la République démocratique du Congo, l'AMIBA est fermée. Avec cette coopération avec la SADC, l'Union minière de Katanga, c'est-à-dire que la GECAMINE est fermée. Alors, qui a géré ces deux grandes sociétés du pays? Ce sont les gens de la SADC. Ah bon? En ce temps, si je parle de réalité de l'Union de l'AMIBA, c'était au moins 25 à 30 millions de dollars par trimestre en ce temps. Même quand Mukamba, le vieux Mukamba fut arrêté à Goma, il n'était pas parti là-bas mais vite, mais il avait amené la carte réelle de la production de l'AMIBA. Ce n'était pas une mince affaire. Sous Mobutu, personne, je dis bien, personne ne pouvait mettre sa main sur le centre de triage. Mais après lui, tout le monde peut faire. Après Mobutu, l'AMIBA est devenu passoire. N'importe qui ouvrait son comptoir. Ouais, c'est lui ici, aujourd'hui, il ouvre un comptoir où est-ce qu'il a l'argent. Ce n'était pas ça, c'était les pierres précieuses de l'AMIBA qu'on ramassait. Et comme le centre de triage de l'AMIBA, qui était hermétiquement fermé, pour produire chaque trimestre 25 millions ou 30 millions de dollars, est arrivé à Vaik, tout le monde venait prendre les pieds. Tout le monde est en train de souffrir en Bujimaï. Preuve, les agents de l'AMIBA, pour escolariser leurs enfants, ils doivent vendre des tôles de maisons dont ils habitent. Des hauts responsables. Tout ça, c'est des gens de la SADC qui sont à la base de ça. Mais parce qu'ils ont déjà mis ça en faillite. Comment les travailleurs pouvaient faire? Les Zimbabwe qui étaient venus gérer la GECAMINE, il a limogé plus de 10 000 nos compatriotes de Katanga qui souffrent, qui nous appelaient nuit et jour. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore entrés en position de leur dit. Alors, quand je vois, c'est la SADC qui a créé des problèmes avec ces petites armes qu'il avait amenées ici pour soi-disant protéger la capitale congolaise de ne pas tomber sous le coup des RCD, des MLC et consorts. Alors, qu'est-ce que nous avons récupéré dans tout ça, dans cette coopération? Si ce n'est que le pillage de nos entreprises publiques. Et maintenant,
la SADC est entrée au Congo par la grande porte pour minimiser la francophonie. La dernière réunion de la francophonie, le président de la République n'avait pas pris part, le Canada. Et c'est à partir de ça que la République, comme les petits pays ici, dont il y a eu un coup d'État qui va arbitrer maintenant le sommet, nous avons beaucoup regretté et on nous a attaqués, on nous a considérés comme les petits-enfants. Si nous-mêmes nous étions là, on aurait dit peser de notre poids. Alors dans tout ça, vous voulez me faire croire que la SADC est venue pour en résumé, mettre à terre la RDC. La SADC avait des amis en terre notre territoire national. L'ami partait notre territoire national. Maintenant, c'est la concrétisation de ce qui a été réalisé avec aveuglement, parce que les Congolais sont restés aveugles. Nous ne voyons pas le mal qui guette notre société. Et on est en train de faire gober. Et il faut regarder d'abord les dépenses à engager. La réflexion de la cité de l'OIA. Et tout ça. Au lieu de faire l'offre des marchés, mais ce sont des privés, des amis qui donnent des marchés avec l'opération de ristourne, les achats de jeeps, les achats de voitures. Alors qu'il y a ATC, il y a plusieurs sociétés ici qu'on devait faire des offres. Un marché public ne s'octroie pas comme ça. Parce que moi, je suis tout près de la présidence et je vous donne un marché public. Non. Tout le monde doit lancer des offres. C'est ainsi que je dis, si c'est ça la SADC, cela est à tête de m'effrayer. Donc, où allons-nous avec la SADC? Avec la SADC. Professeur Mopapa, comment vous pouvez clamer tout haut la SADC pendant que la descente aux enfers de la RDC, c'est la SADC qui en est le précurseur? J'ai suivi religieusement mon frère Mokia, parfois avec le sourire, parce que il y a beaucoup d'amalgame d'abord là-dedans. Et c'est peut-être le plaisir de pouvoir parler. D'abord, je n'ai pas dit que le Congo n'était pas à l'avant-scène. Le Congo était pendant longtemps, a été toujours été considéré comme un grand pays sur le continent africain. Mais il y a eu un moment où tout cela a été anéanti. La diplomatie congolaise ne pesait plus, il n'y avait plus rien depuis les années 90 qu'on nous avait mis sur le banc des accusés. On était nulle part à partir de 1990, à partir des événements dont on a parlé, notamment de Lubumbashi. On était vraiment à l'écart. À l'écart, complètement à l'écart. Pendant Mobutu, bien sûr. Oui, pendant Mobutu. Mais ça ne veut pas dire que du temps de Mobutu, on n'avait pas pignon sur rue. On en avait. Mais à un moment donné, par rapport justement à la destruction du pays qui s'est opérée pendant ce temps-là, en 90, on nous a coupé de tout. Jusqu'ici d'ailleurs, je ne sais pas si on a levé l'embargo pour les armes pour la République démocratique du Congo. Ça date de cette époque-là. Alors, la SADC. Est-ce que la SADC a détruit le Congo? Oui, avec les Zimbabwéens, avec les... Non, c'est un point de vue... et tout. C'est un point de vue qui pour moi n'est pas correct. Quand on aime son pays, ce pays, le Congo, on doit assurer sa survie, son intégrité. En 1998, notre pays a été attaqué. Pas par les RCD, pas par les MLC, mais par les armées rwandaises, les armées ougandaises et la participation également du Burundi. Donc pendant ce temps, notre pays allait tomber dans les mains de ces pays-là. Les MLC, les RCD, c'était des supplétifs. C'était de mise en scène de ces pays agresseurs pour mettre au devant quelques Congolais et pour dire c'est l'RCD qui combat. Mais lorsqu'on a fait l'unité du pays, après Sun City, toutes les armes qu'utilisaient
les Rwandais à l'est, les Ougandais, les chars et tout ça. Il y en avait beaucoup à Guadeloupe, il y en avait beaucoup dans toutes ces villes de l'Équateur, du Kivu, de tout ça. Où est-ce que c'est parti? Mais ça a été retourné dans les pays qui avaient donné. Donc je dis, quand on aime son pays, on doit militer pour son intégrité. Quel que soit le parti où vous êtes, quelles que soient vos opinions politiques. Parce que l'essentiel que nous avons en commun, moi et Mokia, qui est en face de moi, Oui. ce que nous avons en commun comme patrimoine, c'est la nation congolaise. Monsieur Mokia a aimé le Congo. Voilà, la nation congolaise. Et je ne peux pas, moi, je pense que lui aussi, voir que notre pays tombe dans les mains des étrangers. Oui. Notamment des pays limitrophes qui ont voulu l'avoir. Et là, la SADC nous a aidés. Par ailleurs, je ne crois pas que ce soit... La Gécamine n'a pas été détruite par ces gens-là. La Gécamine a été détruite bien avant, du temps de Mobutu. Nous avions atteint 450 500 1000 tonnes de cuivre jusqu'aux années 80, 78, 80, tout ça. Après, ça a décliné. Nous sommes retombés jusque peut-être à 30 tonnes de cuivre ou de cobalt. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date déjà du temps de déclin du pouvoir de Mobutu. Moi qui vous parle, vous voyez, je ne sais pas, vous avez lu le panorama de 20 ans du MPR. Monsieur Mokia. Panorama de 20 ans du MPR, écrit en 1900. Je crois que c'était en 87. En 87. 20 ans, du moment de 20 ans. Moi, je sais, j'ai été parmi ceux qui ont rédigé ce bouquin-là. Oui. Mais lorsque nous avons mis tous les paramètres qui déclinaient à partir de 73, 74, tous les paramètres économiques déclinaient, allaient vers le point zéro, nous avons dit non, si on présente comme ça, ça va être comme un bilan du MPR. D'abord, le titre était 20 ans du MPR. On a changé, on a mis panorama de 20 ans. Donc pour un peu neutraliser cela, et on n'a pas mis toutes ces données qui déclinaient. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. La Gécamine presque n'existait plus en ce moment-là. Déjà? Oui. Dans les années 85, 80, jusqu'à 90, la Gécamine était en déclin. Tout l'argent était détourné. Tout l'argent, c'était... quand le président Mobutu se promenait, il était accompagné du PDG de la Gécamine, du gouverneur de la banque, du PDG de la MIBA, et je ne sais plus quelle autre société qui gérait des devises. Alors lorsqu'il arrivait quelque part, bon, cette maison me plaît, bon, paille, achète-moi ça. Le DG de la Gécamine, achète-moi ça, etc. Donc c'était comme ça. Alors maintenant, nous sommes où aujourd'hui? Il y a des problèmes sérieux. Au niveau de la Gécamine, il y a eu des problèmes sérieux. Des problèmes sérieux au niveau de la MIBA. Mais aujourd'hui, la MIBA souffre non pas du fait de la SADC, mais du déclin du prix de cuivre, du prix de cobalt aujourd'hui avec la crise mondiale, notamment la crise financière internationale, a fait qu'aujourd'hui, même des amis qui vraiment étaient dans le diamant, vous voyez toutes les motos qui sont ici, là, qui font les taxis à Kinshasa, ce sont des motos qui viennent de Mujima et qui viennent de Chikapa, tout ça. Ils essaient maintenant de gagner dans le transport parce que le diamant ne paye plus. Le cobalt, le cuivre, et c'est ça qui d'ailleurs aujourd'hui a un impact très négatif au budget congolais. Puisque le budget congolais aujourd'hui n'a pas pu peser, n'a pas pu résister à la crise internationale. Donc il ne faudrait pas chercher la bête noire à la SADC. Non. Depuis la Deuxième République, il y avait déjà... Il y a eu déjà déclin. Aujourd'hui, nous arrivons à ce point-là. Alors, professeur, je vais vous dire que le président lui-même a dit
Oui. Quand on lui a posé la question à la conférence de presse, qu'est-ce que la SADC, vous attendez de la SADC? Il a dit rien du tout. Ah. Le président l'a dit. Ah. Il a dit, je n'attends rien. Ça veut dire, la SADC nous a aidés à un moment donné. C'est au Congo aujourd'hui aussi d'être, hein, de pouvoir donner quelque chose à la SADC. Ah. Les accords qui ont été signés d'intégration économique, des problèmes de la sécurité de tous les États de la SADC, mais c'est un avantage pour nous. L'intégration économique, aujourd'hui, aucun pays ne peut se relever tout seul. La zone de libre-échange. Voilà. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à l'Afrique de l'Ouest. Mais ils sont très loin aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest, au niveau de l'intégration économique, au niveau de douane, au niveau de tout ça, au niveau même de les équilibres de leur monnaie. Mais nous, rien. À la CEAC, il n'y a encore rien qui s'est fait. Mais avec la SADC, je crois que le Congo a beaucoup offert Alors, aux professeur, autres. si le président de la République n'attend rien de la SADC, qu'est-ce que la population congolaise gagne en ayant son président à la tête de la SADC? Non, il gagne toujours. Je dis diplomatiquement, nous gagnons. Également, du point de vue sécuritaire, nous gagnons. Mais en même temps, le Congo va piloter cette intégration qui est demandée. Nos routes vont se rejoindre. Les routes à partir de Lubumbashi, à partir de Kasumbalesa vont entrer en Zambie. D'autres vont descendre jusqu'en Afrique du Sud. D'autres vont aller dans d'autres pays, en Angola. Vous pourrez aller en voiture, je l'espère, dans un prochain avenir, jusqu'à Luanda. Donc, disons qu'il va y avoir une intégration, il va y avoir peut-être une entraide de toute nature. Mais le président a dit pas qu'il n'y aura rien, il n'y aura pas de retombées positives, mais il a voulu insister que le Congo doit d'abord compter sur ses propres forces. C'est ça qu'il a dit. En répondant qu'il n'entend rien, ce n'est pas pour ne pas donner de faux espoirs. Il a voulu dire aux Congolais, c'est vous à prendre en main notre destin. Merci beaucoup au professeur Mopapa. Monsieur Gabriel Mokia, il faudra avoir l'amour de la nation pour ne pas voir que la SADC joue un grand rôle du point de vue diplomatique de notre pays. Le professeur n'a pas donné de précisions. Heureusement que nous avions parlé et le président de la République aussi nous a rejoints. Le Congo n'entend rien de la SADC. Le Congo n'entend rien de la CAC. Prévenez que quand nous étions attaqués ici, nous assumions en ce moment la présidence de la CAC. Mais Koundé est arrivé jusqu'à la porte de Goma. La CAC n'avait pas soulevé son doigt pour protester, bien que nous-mêmes on assumait la présidence. Nous étions humiliés. Et Koundé a donné l'ordre que rien que la police qui doit rester à l'intérieur de Goma pour assurer la sécurité. Et notre armée était partie. J'étais en prison, et larmes aux yeux, je croyais en ce que la CAC allait faire quelque chose. Il a fallu qu'il y ait un ordre de la communauté internationale pour retirer Kounda à 40 km de Goma. Donc cet exemple-là suffit pour dire que le professeur, peut-être il est en retard. Le monde a évolué, le Congo veut entrer dans cette intégration régionale, mais vide, sans un projet réel, sans moyen de subsistance, sauf avec ces richesses qui seront pillées comme un éléphant qui est tombé et toute personne doit venir avec un couteau pour prendre un petit morceau. C'est ça. L'exemple est frappant et c'est comme ça aujourd'hui. Donc le Congo amène ses richesses. Amène ses richesses étalées à la place publique à qui il veut prendre, mais sans recevoir à contrepartie quelque chose. Deux, à l'est de la République démocratique du Congo, ce sont ces petits pays-là qui pillent. Nous avons un budget, soi-disant, disons, de 1,5 milliard, si je peux considérer, aujourd'hui, qui n'est même pas encore exécuté. Mais ce budget devait être renforcé par nos propres matières premières de l'Est. Quand vous voyez les casséterites et tout ce que les pays voisins qui parlent l'anglais viennent prendre dans notre pays, sous l'œil de la SADC, sous l'œil de la CAC.
Mais la communauté internationale encourage cela. Tout est à tête de partir. Les pyrocorps qui servent à l'allumage des fusées qui coûtent cher, il y a la Chine, les États-Unis, l'Europe et la Russie qui utilisent ces produits qui se trouvent dans notre pays et dans les pays qu'on appelle Pérou. Il y a que ces deux pays au monde qui produisent, qui produisent ça. Mais le Pérou, son économie devient un peu florissante. Mais chez nous, l'économie est par terre avec la récession. Bon, pas peut dire la récession, c'est trop. Nous sommes vraiment par terre. Et troisième élément, le professeur veut avoir un échappatoire. Il veut demander les armes que détenait Mercé, qui était l'allié de l'Ouganda. Ces armes sont... Non, mais nous avons vu ces armes-là transporter Gbadolite et ceci pour atterrir ici dans la ville de Kinshasa. Ah bon? Ces armes ont été récupérées. Peut-être que vous êtes en retard. Non, non, non. Ces armes ont été récupérées par l'armée congolaise. Hein? Toutes les armes. Toutes les armes ont été récupérées. Les chars, tout ça. Non, Jean-Pierre Mbemba n'utilisait pas, les MSC n'utilisait pas les chars. Il y avait des chars, mon cher. Il n'utilisait pas les chars. Effectivement, s'il a utilisé les chars, ce sont des chars qu'il avait prêtés. Il a pris chez quelqu'un, il dit bon, l'opération est terminée, il y a l'accord global et inclusif qui est venu régler les problèmes. Non, mais rien ne prouve qu'il avait prêté. Hein? Il y a pas, mais il a récupéré ses chars, c'est fini. Mais là où plutôt vous pouvez poser la question, c'est du côté de RCD, frontière avec le Rwanda. C'est le Rwanda qui a amené Laurent Désiré Kabila au pouvoir, qui avait amené Laurent Désiré Kabila avec vous autres au pouvoir. C'est le Rwanda qui avait envoyé ses chars, ses munitions, ses fils, et tout ça, ses mortiers, pour renverser un régime établi à Kinshasa. Et ces armes-là, c'était automatique, les Rwandais les récupèrent, parce que les Rwandais qui occupaient toute l'étendue de la République démocratique du Congo en son temps, avec la diplomatie de Bizima Kahara en tête. Mais le RCD qui a fait scission, qui s'est séparé de la façon dont on connaît avec le gouvernement de Kinshasa. Tout le monde le savait parce qu'à cause de Bité. Et le RCD est parti, s'est réfugié à Goma, en frontière avec le Rwanda chéri, ce Rwanda chéri. Maintenant, si vous voulez demander, nous, c'est à nous maintenant, à l'opposition, de poser la question. Parce que on a signé l'accord global et inclusif. Parce que le RCD a assumé les fonctions de vice-président de la République chargé de la défense nationale, sécurité du territoire et ordre public. Mais c'était à ce moment que moi j'attendais, parce que j'avais posé cette question, que le président de la République puisse se définir, solliciter auprès du président du RCD la restitution de toutes ces armes-là à l'armée nationale. On n'a jamais déversé ces armes à l'armée nationale, ni presque des militaires de RCD. Alors, puisque c'est vous qui assumez la présidence de la République pendant la transition, mais si on veut poser la question, on va poser à qui? C'est au président de la République que nous devons poser la question, surtout nous de l'opposition. Est-ce que je peux répondre à ça? Vous allez répondre, vous aurez le temps de répondre. Je vous ai attendu, je vous ai suivi attentivement. Et suivez-moi aussi, monsieur le professeur. Je le suis, je vous suis. Merci beaucoup. Vous avez parlé et que parce que le pays tombait, notre pays tombait entre les mains des pays voisins. Mais ça, c'est vous-même qui avez cherché cette histoire. Comment ça? Hein? Vous avez de l'ordre à votre maison. Vous venez nous appeler, mais c'est moi qui viens avec ta bande. Tu sais, vous nous montrez tout ça. Mais les messieurs qui habitent avec moi ici, mais c'est très compliqué. Je n'arrive pas à le faire partie. Si vous pouvez venir me prêter main forte, casser la maison, on fait. Mais eux, ils viennent, ils cassent. Mais il faut mesurer des risques. Les amis que vous avez appelés, que j'ai appelés, viendront casser et récupérer qui bonbons, qui biscuits, qui or, qui vous trouvez. Parce que nous en avons vu l'expérience de ce que les Rwanda, Ouganda et Tanzanie et tous ces pays limitrophes avaient fait dans notre pays pendant l'époque de Laurent Désiré Kabila et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Parce que nous savons. En appelant les pays voisins, ils ont perdu aussi leurs fils. Mais ils se sont vengés autrement. Il fallait récupérer les butés de guerre. Les Congo, Kinshasa, vous l'avez amené ça dans les mains de Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie, où on le considérait comme un buté de guerre. Nous tous, nous avions perdu. Moi, j'avais 250 travaillé à l'intérieur du pays. Quand vous avez amorcé la guerre, je ne connais même plus leurs figures. Je n'ai rien récupéré, même mes phonies, même tout ce que j'ai disposé à l'intérieur du pays. Je suis resté à Kinshasa coupé.
jusqu'aujourd'hui. Et maintenant, on se moque de nous, alors qu'à l'époque, nous, on vivait mieux. On vivait mieux. Je ne connais même pas mes travailleurs, je ne sais même pas à qui s'adresser. Tout le monde est parti, qui dans la rébellion, qui ceci, tout est parti. Tout est parti. Là, c'est de votre faute, vous assumerez des responsabilités. Et vous parlez que Mobutu s'est promené avec la Banque centrale dans ses poches. Mais la situation n'a pas changé. Si moi je tire un chèque de 2 millions de dollars aujourd'hui à la Banque centrale, je crois que je n'aurai rien. C'est comme ça. Là, vous êtes conscient de la situation. Parce que la Radio France et la Banque mondiale avaient prononcé que nous sommes à banqueroute. Vous êtes professeur, vous savez ce qu'on appelle banqueroute. Mais vous n'avez pas protesté. Mais plutôt, le gouverneur de la Banque centrale, pour sauver les fiscs et les meubles, il s'est greffé sur la récession. Oh, maintenant, j'attendais le gouverneur en tournant. L'Europe, c'est l'Amérique qui avait prononcé la récession. Des chaos qui a laissé George Bush. Maintenant, l'Amérique dit qu'il finit la récession. Le gouverneur de la Banque européenne, Trichet, il vient de prononcer la fin de la récession. Mais j'attends. J'attends parce que vous étiez derrière ces gens pour parler de la récession. Depuis, ça fait maintenant 2 mois qu'on a parlé de la fin de la récession en Europe. Ici, parce que nous sommes à banqueroute, pour en finir avec la banqueroute et entrer dans la récession, pour en finir avec la récession, pour recommencer maintenant une production, pour avoir une meilleure vie, à la République démocratique Congo, professeur, il nous sera très difficile de s'en sortir. Et cette réponse-là, je ne voudrais pas que vous la donniez tout de suite, mais j'entends dans 1 ou 2 mois, pour qu'on se prononce qu'il n'y a plus de banqueroute dans notre pays où il n'y a pas la récession et le pays a repris son économie en main. Et parce que vous êtes pressé? Non, allez-y, allez-y. Le professeur. Le PDG qui s'est promené avec Mobutu. Oui. Mobutu était à la recherche des marchés sur le plan international. Regardez aujourd'hui. Joseph Kabila a pris le pouvoir au même moment, même période avec Sarkozy. Sarkozy a réalisé des progrès énormes. Il a vendu des avions fabriqués en France pour une valeur de 20 milliards d'euros en Chine. Kadhafi est venu acheter des avions et autres choses pour une valeur de 10 milliards de dollars en France. Et Da Silva Lula du Brésil, il est venu pour une valeur de 7 milliards de dollars acheter des avions. Est-ce que Joseph Kabila qui est au pouvoir aujourd'hui, honnêtement parlant, est-ce qu'il a pu réaliser ne fût-ce que même 3 milliards de dollars seulement dans ce que nous faisons depuis qu'il est au pouvoir? Ça, l'opposition est en train de poser des questions. Ça, Sarkozy en a réalisé beaucoup. De l'autre côté, parce qu'on traite Kadhafi de dictateur. Mais aujourd'hui, le vrai dictateur est respecté partout dans le monde parce qu'il se promène avec des masses d'argent dans ses poches. Même là où on dit qu'il ne respecte pas les droits de l'homme, mais il entre avec sa mallette et tout le monde arrive à se taire. Ce n'est pas la Russie qui pourra me contredire. De l'autre côté, vous parlez que l'Amiba est tombée à faillite à cause de la crise internationale. Non, monsieur le professeur, là, je vous contredis. Maintenant, oui. Non, ça s'est accru, mon cher. Ce n'est pas possible, professeur. Vous ne pouvez pas dire de telles choses. Vous ne pouvez pas dire de telles choses. Je ne peux pas vous le permettre. Comment ça? L'Amiba est tombée en faillite depuis longtemps. Mais je l'ai dit. La crise internationale est arrivée avec la guerre qu'a provoqué George Bush ici en Irak. Le professeur... Et c'était à combien? C'est vers la fin de son mandat que tous les méfaits de George Bush ont été étalés à la place publique. D'où il faut les crucifier pour qu'ils ne puissent plus avoir un jour le goût de pouvoir. Et il faut qu'on a tout fait pour que le pouvoir change. Et que les démocrates aux États-Unis, qui savent comment remplir des caisses, comme fit en son temps, et puissent récupérer la situation. Aujourd'hui, tu vois, la récession est terminée aux États-Unis et c'est la production qui prend la place de la récession. Tous les bruits sont terminés. Je termine maintenant en disant, l'Amiba a été saccagé par vous, avec la SADC. Vous avez mis l'Amiba en panne avant qu'on parle de la récession. Ça, je ne peux pas vous le permettre de s'accrocher à la crise qui frappe l'Amiba par rapport à la récession. Vous ne connaissez pas la récession. C'est ralentissement de l'économie d'un pays. C'est ça qu'on appelle la récession. Tandis que nous, notre économie avait déjà été ralentie depuis que vous avez commencé
la guerre de l'AFDL. De l'autre côté, si on veut faire la marche en arrière de ce que vous avez crucifié le maréchal Mobutu, c'était en 1989, lors de l'effondrement des mines de Kamoto. Là maintenant, il y avait ralentissement de la production. Mais voilà maintenant la vraie production. La Gécamine produisait en 1987 487 000 tonnes. Je l'ai dit. Voilà. En 1988, 482 000 tonnes. Mais en 1990, lors du discours de maréchal Mobutu, avec l'effondrement des mines de Kamoto, c'était ce qu'il y a eu régression dans la production à 245 000 tonnes. Monsieur le professeur, ce sont les chiffres qui parlent. Vous pouvez vérifier même aux agents de la Gécamine, ce sont les chiffres qui parlent. 245 000 tonnes. Mais à 94, nous sommes tombés à 200 000 tonnes. Mais tandis que quand Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir avec de multiples guerres, nous sommes retombés à 28 000 tonnes. Vous voyez, Moulumbaloukou a produisait 240 000 tonnes et vous êtes arrivé à 28 000 tonnes. Mais quand Joseph Kabila a pris le pouvoir, nous sommes tombés à 9 000 tonnes. 9 000 tonnes. Alors, donc je peux dire, je préfère la gestion de Mobutu que votre gestion. De 290, de 240 000 tonnes à 9 000 tonnes à 2001 quand Joseph Kabila avait commencé sa production. Mais c'est le professeur, je crois que ça, il n'y a pas match. Je termine maintenant en disant, ou bien je vais entrer, quand tu vas me poser la question, à ce qui concerne l'électricité. Oui. Nous allons essayer de donner des chiffres et des moyens que produisait le maréchal Mobutu en son temps pour que nous puissions atteindre. Nous allons laisser le temps, professeur, de réagir. En son temps, les réalisations de la SNEL à cette époque couvraient presque toute l'étendue de la capitale en ce qui concerne l'énergie électrique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous produisez? Vous ne produisez absolument rien. On a laissé cette turbine en marche avec les petits bateaux Kauka qui draguaient tout au long où se trouvaient les barrages d'Inga. Mais pendant votre propre guerre de 2 août, ces petits bateaux avaient été bombardés et maintenant il s'est formé, même les bois, n'importe quoi, entrer maintenant pour détruire les turbines. Alors, l'autre turbine était en panne. C'est pourquoi on a eu un moment trop de coupures que vous avez baptisé au délestage. Ça, c'était provoqué par vous parce que Mobutu n'est pas le délestage. Alors, et aujourd'hui, maintenant, vous êtes à difficulté de réhabiliter ne fût-ce que même 3 turbines à Matadi pour que nous puissions respirer tout petit peu. Voilà maintenant. Vous avez invité combien de chefs d'État? Plus de 14 ou 15 chefs d'État. Il n'y a qu'au moins 5 ou 6 qui avaient répondu. Ceux qui ont répondu, la Namibie, l'Afrique du Sud, Zimbabwe et les 2 autres là, c'est ceux qui consomment les plus grands consommateurs de l'électricité de notre pays. Mais à qui est-ce qui paye cet argent? Pour d'interrogation, monsieur le professeur, je voudrais que vous puissiez m'éclaircir, parce que l'opposition est claire et nette dans ce sujet, mais j'ai des éléments à avancer si vous ne répondez pas correctement. Merci beaucoup au professeur. Réaction par rapport à tous les propos tenus par monsieur Moukia. Oui, vous savez, quand nous sommes là devant les caméras pour éclairer l'opinion, nous ne devons pas faire de la démagogie. Personnellement, je ne suis pas démagogue. Comme le fait M. J'aime bien dire la vérité. La vérité, c'est-à-dire, il faut, vous savez, un fait, sans tenir compte de son contexte, vous êtes tout à fait en dehors des choses. Le contexte, c'est quoi? C'est vrai qu'à un moment donné, la Gécamine a produit énormément. Nous avons approché les 500 000 tonnes de cuivre. Ça a décliné jusqu'à arriver à des pourcentages vraiment dérisoires. Et là, voilà, ni le père ni le fils. Nous avons traversé de moments très difficiles dans ce pays vers la fin. Moi, je ne dis pas qu'il n'a rien fait. Moi, j'ai travaillé au cabinet de Mobutu comme conseiller. 86, 87, 88, j'étais conseiller dans
le collège socioculturel avec Ramazani Ramazani Baya comme conseiller principal. Moi je sais, mais il y a des choses de l'État que je ne peux pas dire. Mais c'est pour vous dire que je connais ce qui s'est passé, la dégringolade de la République démocratique du Congo jusqu'à arriver à devenir presque un pays ridicule. À propos de la guerre, nous étions parmi les premières puissances. On intervenait en Afrique, au Tchad, au Rwanda, au Burundi. Le Zaïre envoyait des troupes. Nous l'avons fait en son temps. Alors vous dites, vous savez, il y a beaucoup de gens, il faut éclairer ce point de vue-là, que Kabila a amené des étrangers au Congo, nous leur avons donné toutes les richesses. N'ayant pas reçu cela, ils sont venus nous attaquer. Moi, j'ai été dans le mouvement révolutionnaire, j'ai été élevé dans le mouvement révolutionnaire. Dans toutes les révolutions, il y a ce qu'on appelle la collaboration internationaliste. Même la Chine a eu recours à des gens qui les ont aidés. Lénine a eu besoin d'appoint des gens, tous les révolutionnaires. À Cuba, ils ont eu besoin de révolutionnaires. Che Guevara n'était pas cubain. Che Guevara, c'était un Argentin. Mais il a été ministre, il a été tout ça au moment où ils ont pris le pouvoir. Nos amis à côté ici, l'Angola, à partir de 1975, comme armée, il n'y avait que les Cubains. Ce sont les Cubains qui ont formé l'armée ougandaise qui est aujourd'hui, angolaise, qui est aujourd'hui redoutée. Mais c'est les Cubains qui sont intervenus. La seule chose qui distingue cela, c'est la cause. Lorsque la cause est juste, la révolution triomphe. En 97, 96, c'est vrai qu'il y a eu une coalition des gens qui ont soutenu le mouvement congolais mené par Laurent Désiré Kabila. Ça a été connu, tout le monde l'a connu. Il y a eu des gens, il y en a qui ont dit, ah mais comment James a été chef d'état-major général? Comme je vous l'ai expliqué, c'est pourquoi, c'est la même chose, pourquoi Che Guevara a occupé de si hautes fonctions à Cuba. C'est la même chose. Quand on est dans le mouvement internationaliste, un mouvement de révolutionnaires, ces choses-là se conçoivent. Alors il y a eu un mauvais calcul par certains Congolais en croyant que, en s'alignant avec les Rwandais, avec les Ougandais, eux aussi vont reprendre le Congo. C'était les RCD, c'était les MLC. Est-ce qu'ils ont réussi? Non. Parce que la cause n'était pas juste. Le peuple congolais disait non à leur avancée. Nous avions des difficultés, il y avait des armées, il faut voir ce qui s'est passé, comment les Congolais ont résisté. Et Kinshasa, vous étiez ici, hein, le 2 août, le 26, 27, 28 août 98. Vous étiez ici, vous avez vu comment la population quinoise a résisté contre les Rwandais, les Ougandais qui étaient déjà dans les faubourgs de Kinshasa. Donc, quand la cause n'est pas juste, même si vous prenez toutes les coalitions du monde, vous n'allez pas... Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, on ne peut pas confondre en disant vous aviez amené les Rwandais, mais eux aussi ils ont amené plus de Rwandais avec des avions, avec tout ça, mais ils n'ont pas pris le Congo. Donc ça c'est un. De deux, venons-en maintenant au problème de la crise mondiale. La crise qui a eu lieu dans le monde au début de cette année, c'était une crise financière d'abord. C'était l'économie spéculative, c'est parce que le marché financier mondial a fait un crash. Ce qui a entraîné la chute de l'économie réelle, c'est-à-dire au niveau de la production. En Europe, les usines des automobiles se sont fermées. Aux États-Unis, ça s'est fermé, même vous avez suivi tout ce qu'il y a eu comme
frappe au niveau de la production. Les bourses ont chuté. Voilà, automobiles et tout ça, les banques ont fermé à la suite de cette crise financière. L'Afrique n'était pas tellement touchée parce que cette spéculation financière ne régulait pas l'économie africaine, pratiquement. Nous, les conséquences que nous avons suivies, nous, c'est au niveau de l'exportation de nos matières premières. Parce que nous sommes essentiellement exportateurs de nos matières premières pour avoir des moyens de financer peut-être la marche de notre État. Les diamants ont chuté, les cuivres, le cobalt a chuté. C'est comme ça que nous ressentons aujourd'hui au niveau de l'économie là. Mais la spéculation financière ne nous concernait pas directement. C'est pourquoi même les Européens disaient les Africains sont épargnés. Mais nous avons du fait qu'on ne pouvait plus exporter et par conséquent nous sommes appauvris à cause de cela. Je ne dis pas que la gégamine est tombée d'abord avant à cause de cela, non, à cause de la mégestion qui date depuis longtemps. Mais actuellement, je dis depuis le début de cette année, tout cela, malgré le mouvement de reprise qu'il y avait, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a eu quand même des arrangements pour que la reprise au niveau du cuivre, du cobalt, et puis c'est même le diamant, il y a eu tentative de remise à flot. Mais maintenant, c'est anéanti par la crise mondiale. Et lorsque vous dites, M. Mokia, mon ami, mon frère, que la France a dit que la récession est terminée, que les États-Unis, la récession est terminée, mais ce n'est pas vrai encore. Il y a un léger mieux dans certains secteurs, mais il y a encore des secteurs où ça ne marche plus. Le chômage, ça croît encore aux États-Unis. Le chômage n'est pas résorbé aux États-Unis. En France non plus. En Allemagne non plus. La comparaison n'est pas raison, professeur. Hein? La comparaison n'est pas raison. Non, je dis c'est la suite de cette crise-là qui n'est pas encore finie. Il y a un léger mieux peut-être, mais elle n'est pas encore terminée. Alors, vous comparez avec nous. Vous dites, Sarkozy a vendu autant d'avions, autant de milliards. Il est arrivé au pouvoir au même moment que Kabila, Joseph Kabila, et que lui n'a rien fait. Rien de concret jusqu'à Rien de concret. Mais non, on ne compare pas l'incomparable. La France, l'Allemagne, les États-Unis, c'est quand même des pays qui ont une économie déjà assise que nous n'avons jamais eue, de production, de transformation. Une économie de transformation, de tout cela, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une économie, enfin, du point de vue des minéraux, d'extraction. On extrait nos minéraux et on les vend à l'extérieur. Je me souviens, à un moment donné, je crois que c'est M. Krem, hein, Krem, qui était PDG de la Gécamine, un Belge. C'est Krem, hein. Quand Krem est arrivé à la tête de la Gécamine, c'est Mobutu qui l'avait nommé. Il se rend compte que notre cuivre était vendu 30% moins bien à Hoboken en Belgique que si on le vendait ailleurs. Mobutu l'a encouragé, il dit non, il faut faire quelque chose, c'est pas normal, on ne peut pas vendre le cuivre à un taux aussi bas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et Krem, alors évidemment, il a dit, bon, il a donné des solutions. Il ne faut pas vendre à Hoboken, nous devons gagner, on doit vendre selon le marché international. Le président Mobutu a fait un voyage en Belgique, il a rencontré son ami le roi, ils ont parlé, et on a fait partie Krem. Et on a continué à vendre le cuivre 30% moins cher que sur le marché international. Voilà, notre économie est celle-là, une économie extractive. Il n'y a rien d'autre. Nous devons arriver justement maintenant, l'effort que le Congo doit faire,
c'est un effort de transformation de ces richesses. On ne peut pas nous comparer avec la France. On ne peut pas nous comparer avec les États-Unis. Nous ne créons rien à ce niveau-là. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais pourquoi ne créons-nous pas, Président? Mais parce que justement, il faut arriver à un moment, d'abord la stabilité. À la stabilité sécuritaire. Le Congo peut faire énormément de choses, mais nous devons d'abord nous assurer de la sécurité dans notre pays. Vous savez, ce mouvement-là, beaucoup de gens entretiennent le mouvement qu'il y a au nord Kivu, au sud Kivu. C'est même certains compatriotes. Pour s'enrichir les poches. Pour s'enrichir les poches. Parce qu'ils ont des gens dans les mines de coltan, dans les mines de ceci, ils ont des gens là-bas. Et alors, on se débat pour sortir de là. Lorsque nous aurons, et le président l'a promis, d'ici la fin de l'année, en principe, la paix doit être totale au Congo. Nous l'espérons que ça va effectivement se réaliser. À partir de ce moment-là, nous aurons à voir maintenant avec des partenaires. Si on ne peut pas faire certaines transformations ici, notamment le cuivre, on peut transformer le cuivre dans notre pays. On peut faire, au lieu d'aller tailler notre diamant à Anvers en Belgique, pourquoi ne pas envisager avec des partenaires, même les Belges, qu'on mette des industries de taille de diamant dans notre pays. Ici. Oui. Voilà. Donc, ce sont des choses à venir. Mais nous ne pouvons pas nous comparer aux autres. Vraiment, c'est l'incomparable. Quels avions nous fabriquons pour les vendre d'ailleurs? Monsieur Mo qui a conclu pour dire que même la SNEL, la situation de la SNEL, les pays membres dont les présidents sont venus ici, ce sont eux qui consomment une grande partie de la SNEL. Le Congo, le potentialité électrique, hydroélectrique au Congo peut effectivement alimenter tous les pays de l'Afrique australe. Ça peut même aller jusqu'en Égypte. Mais nous devons réhabiliter l'ensemble de Inga 1, Inga 2, Inga 3. Lorsque la production devient maximale à ce moment-là, nous pourrons effectivement bénéficier de la vente de notre énergie électrique dans des pays autres que le Congo, ou même ici, bon, ça arrive en Zambie, ça arrive dans certains pays. Pourquoi la Banque mondiale, le président de la Banque mondiale est allé à Inga? C'est dans cette perspective-là de voir que le Congo a un potentiel énergétique qui doit profiter au monde. C'est-à-dire, dans le donnant-donnant, nous vous donnons, vous faites ceci. De l'eau, la même chose. Nous avons une autre richesse ignorée, c'est l'eau. La guerre de demain, ça sera la guerre de l'eau. Avec le réchauffement climatique et tout ça. Nous avons toutes ces étendues d'eau dans notre pays. Mais nous devons déjà, d'ores et déjà, penser à vendre notre eau à certains pays qui en ont besoin. Un moment, la Libye avait proposé d'acheter l'eau du Congo. Même à l'époque, du point de vue spéculatif, il a pu dire on vous l'achète au prix du baril de pétrole. Nous sommes capables de vendre de l'eau du fleuve. Il ne faut pas le vendre à partir de Kisangani, ni à partir de Kinshasa, mais à l'embouchure, avant que ça ne tombe dans l'océan. En ce moment-là, nous pouvons, avec des pipelines, peut-être vendre l'eau dans d'autres pays qui en ont besoin, même au Moyen-Orient. Donc, disons, il ne faut pas faire des choses, comparer les choses qui... Sarkozy peut-être est arrivé au pouvoir au même moment que Kabila, je vais chuter par là, oui. Mais Joseph Kabila est arrivé au pouvoir en pleine guerre. En pleine guerre, Kinshasa menaçait tout ça, tous les pays menaçaient de tomber dans les mains des ennemis. Il est arrivé au pouvoir dans ce moment-là et nous sommes en train... Il faut reconnaître que lorsque nous sortons de là, nous sommes en train de nous relever avec tous les signaux que nous voyons. Il faut dire, ok, on avance et on reconstruit le pays et on allons-y pour reconstruire ce pays. Donc vous évitez les discours Oui. Il faut placer les choses là où il faut. Placer les choses là où il faut. Mon frère Mokia, il faut éviter le les discours démagogiques. Merci beaucoup. Je crois que vous avez compris. Que le professeur m'a évité sur tous les plans de me répondre. Alors, je commence là où il a terminé. Les problèmes, il veut qu'on puisse vendre de l'eau.
qu'on se prépare avant de l'eau. Mais monsieur le professeur, l'eau n'est pas beaucoup plus chère que les diamants, que les coltans, que les casséterites, que les diamants, que tout ce que vous vendez dans notre pays, dont la Banque centrale ne bénéficie pas quelque chose. Allez chercher des mécanismes comment vendre l'eau, ça sera de l'utopie. Nous allons disparaître et aucun projet ne sera reçu par vous. Je le dis à connaissance de cause. Vous avez essayé de me répondre si Sarkozy. Vous dites que vous allez vous préparer. Pour faire mieux, il faut avoir des partenaires. Vous préparez à avoir des partenaires pour des jours à venir parce que vous avez trouvé un pays complètement délabré par de multiples guerres. C'est ce que Joseph Kabila a trouvé. Professeur, je rétorque immédiatement. Qui veut la guerre prépare aussi la guerre. Qui veut la paix? Non, qui veut la guerre prépare la guerre. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Mais sinon, on ne peut pas toujours rester dans la routine. Joseph Kabila et Laurent Désiré Kabila voulaient la guerre. Il devait aussi se préparer à la guerre. Nous étions très calmes ici au Congo, bien que l'IDPS et consorts a killé Mobutu par des moyens démocratiques. Et les gens mouraient. Par des moyens démocratiques. C'est ça. Il y a pas de... On ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. C'est ça. Même moi, comme je suis présenté ici comme l'autorité suprême de demain, ne croyez pas que ça sera facile. Ils ont l'armée, ils ont tout. Voilà. Ils ont tout. Non, il n'y a pas de problème, c'est ce droit. C'est la démocratie. Moi, j'accepte tout. Il faut vous préparer. Je suis en train de me préparer. Même dans le silence, mais je me prépare. Mais ils ont préparé une guerre. Ça, pourtant, c'est préparer sur la guerre économique dans notre pays. Ils sont attirés par les Rwanda, Burundi, Ouganda, Angola, Tanzanie, tous ces pays limitrophes. Même les Érythréens et les Éthiopies, tout le monde est venu les prêter main forte. Mais vous croyez que tous ces gens qui avaient descendu à la République démocratique du Congo étaient rentrés main vide? Je dis non. Le professeur Moupapa peut-être il n'est pas dans les secrets des diables, mais chacun est rentré dans sa valise avec une pierre, avec une voiture congolaise. Ce qui restait seulement de démonter Gécamine, de démonter Sozacom et Intercontinental pour partir avec. Comme Joseph Kabila ne s'était pas préparé, il s'est préparé seulement à la guerre. Mais la guerre économique, il ne s'était pas préparé, il fallait que les autres viennent. Si nous sommes sauvés par la magie nous sommes sauvés un peu aujourd'hui, c'est la communauté internationale qui a dit non. Bien qu'ils ont créé des guerres en République démocratique du Congo, mais si on laisse ces peuples à cet état, alors ça sera vraiment un crime contre l'humanité. Les États-Unis, l'Europe supérieront les plus lourdes tribus sur les plans de critiques sur la scène internationale. C'était ce qu'ils sont venus prêter main forte. Mais entre nous, nous-mêmes à contrepartie, professeur, qu'est-ce qu'on avait donné? Rien du tout. Même les pays qui entrent à la Banque centrale, vous connaissez comment ça se passe? Rien du tout. D'où maintenant, si vous regardez le pouvoir de Kinshasa, la main est toujours suspendue comme ça. Comme les grilles de l'ONATRA que Mobutu avait laissé à cet état, qui n'ont jamais fait un nouveau mouvement pour redresser l'économie. D'un côté, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, la deuxième République produisait 300 millions de dollars par trimestre à ce qui concerne les exportations de produits agricoles. Je cite les cafés, cacao, caoutchouc, dont moi-même je faisais partie. Mais aujourd'hui, sur toute l'étendue de la République, en dehors de ce qui est en train de sortir par fraude, on ne produit même pas 1 million de dollars par mois, les exportations. À l'époque, c'était 300 millions. 300 millions de dollars par trimestre. N'est-ce pas? Alors, puisque vous avez détruit les tissus économiques avec des multiples guerres que vous avez, parce que vous avez cru qu'avec les canaux, on peut mieux vivre. Oui, les canaux peuvent faire profiter qu'aux auteurs, des grands responsables. Mais les petits là, ils ne touchent rien. Combien vous payez à ces petits? C'est 21 500 francs, les militaires et les policiers. Donc les canaux ont servi qu'aux gros poissons que vous êtes, mais pas aux petits, qui vous ont donné le pouvoir. Alors, au vu de cet élément, donc vous n'êtes pas préparé économiquement. Vous êtes préparé que par les moyens de guerre, par les moyens des armes. Regardez maintenant la situation de votre grand Congo que le maréchal Mobutu nous a légué.
que nos vieux de 1960 nous ont légué. Donc il y a les jours et la nuit. Et là, puisque vous savez parler, parce que vous avez des gens qui parlent beaucoup, vous cherchez toujours des échappatoires dans les têtes des Mobutistes. Alors que vous avez tout laissé. Là où Mobutu volait, selon ce que vous disiez, c'est vous qui en occupez. Là où Mobutu cachait de l'argent, c'est vous. Prévenez que vous avez dit que Mobutu avait tout volé, mais on vous a présenté que 8 millions de francs suisses. C'est tout. Mais vous êtes au pouvoir. La Suisse vous a demandé, est-ce qu'on peut libérer l'argent? Faites encore d'autres procès. Mais vous êtes fatigué de ne pas faire les procès parce que ce que vous teniez à ce moment comme discours est contredit aujourd'hui sur le terrain avec votre présence à la tête du pays d'où il y a seulement 8 millions de dollars que Mobutu a volé. Non, donc c'est une honte. Vous êtes en train de schématiser les choses. Non, c'est ça le discours que vous avez tenu. Alors maintenant, j'entre pour vous contredire dans certaines choses. Il ne faut pas schématiser les choses. L'arrivée de Joseph Kabila ne peut pas être comparée à celle de Sarkozy. Non. Joseph Kabila n'avait pas présenté un projet de société, mais il est venu à la fin présenter les 5 chantiers. Pour nous, ces 5 chantiers conservaient 9 milliards de dollars pour construire des routes, des écoles, l'eau, l'électricité et l'emploi. N'est-ce pas? Mais c'est ça son dernier projet de société. Mais cela capote, monsieur le professeur. Comme cela capote, nous mettons ça à la charge de qui? De Joseph Kabila qui a capoté, il finira toujours par capoter. Il continuera toujours par capoter. D'où le projet de société de Sarkozy était beaucoup plus meilleur parce qu'il a été réalisé à plusieurs étapes. 10 milliards d'euros, 20 milliards d'euros, c'est pas un problème d'économie 7 milliards d'euros. C'est une question de l'intelligence des programmes de chacun. Quand j'avais commencé à faire les affaires, j'avais tablé dans ma vie que j'ai fréquenté des grands exportateurs congolais de café. Les Mwimbi, les Kabeya, tout ça que je connaissais. Mais chaque fois, il me demandait, cherche-moi le café chez Baramoto. Je vais chez Baramoto, je prends le café. Cherche-moi le café chez Kema, Lolo. Kema est vivant, je vais chez lui, je discute, je prends son café. Cherche-moi le café, M. Gabi, chez Bobozo. Je prenais le café chez Bobozo, 500 tonnes, 400 tonnes. Et il payait, et il gagnait. Moi, je touchais qu'un petit rien. Mais moi, j'avais mon projet. Je disais à mes amis, tout ce que nous souffrons aujourd'hui, mais moi, demain, je vais devenir exportateur. Mon projet a été réalisé en 1983. Parce que j'avais des ambitions. Quelles avaient été les ambitions de Joseph Kabila pour redresser l'économie dans notre pays? Il n'y a pas. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, monsieur le professeur. Pour preuve, le Congo regorge tout. Pour preuve, il n'y a pas longtemps quand j'étais en prison, la Banque mondiale et la Radio France avaient crié. Puisqu'il y a faillite de l'État en République démocratique du Congo, il n'y a pas d'argent, la population souffre. Pour ne pas laisser, parce qu'à ce moment-là, le dollar avait monté jusqu'à 900. Qu'est-ce que la Banque mondiale avait dit? Et le Fonds monétaire. Nous injectons quand même, c'était une enveloppe de 300 millions de dollars qu'on a voulu donner pour stopper l'hémorragie. Mais après, discussion, débat et discussion, on a réduit ça à 200 millions que vous êtes en train de vendre à la place publique aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis que vous êtes là, vous n'avez jamais produit. Parce que moi qui est au pouvoir, je ne peux pas plénicher pour... Je gère le Congo, je ne peux pas crier pour 100 millions de dollars. Et je ne peux même pas me contenter d'obtenir 1 milliard de dollars et faire la fête. 1 milliard de dollars, non. Moi, je ne peux pas le faire. Par mon arrogance sur le plan économique, je ne peux pas me contenter de 1 milliard de dollars qu'on me donne comme un petit enfant. Prenez 100 francs pour aller acheter un pain. Moi, je ne peux pas le faire parce que je dois garder ma dignité et la dignité de mon pays qui regorge tout, d'où toute la communauté internationale court ici pour prendre les minéraux de la République démocratique du Congo et attirer bénéfices, comme il y a certaines sociétés du monde qui œuvrent à Lubumbashi qui sont sans contrôle. Bon. Alors, de l'autre côté, donc au vu de cet élément, vous avez échoué. Parce que je vous parle maintenant à connaissance de cause,
les écritures sont à la Banque centrale et au niveau des ministères des Finances et Budget, qui avaient acquiescé les montants. Ce montant est arrivé pour relever l'économie de notre pays. Mais 200 millions de dollars ne peuvent pas relever l'économie. Mais vous vous contatez de ça. C'est ridicule, messieurs les professeurs. Je dis, c'est ridicule. Pour un pays qui réalisait à son temps 4 milliards de dollars par trimestre de réalisation des recettes de la GECAMINE, en ce qui concerne les exportations des minéraux, qui va tomber jusqu'à obtenir pendant autant de mois 200 millions de dollars pour vivre avec, c'est-à-dire que le pays n'est pas bien gouverné. Alors, je termine. Attendez, oui. Le professeur a beaucoup pris du temps, laissez-moi lui raconter dans quelques moyens qu'il a soulevé. Le professeur a dit ici que il fut un moment, il commençait à réaliser 500 000 tonnes, mais je pose la question au professeur, c'était en quelle année? Depuis l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, vous n'avez jamais réalisé 500 000 tonnes. Ça, je ne suis pas d'accord avec le professeur. Je ne l'ai jamais dit, j'ai dit avant. Que vous avez... Non, avant quelle période? Non, dans les années, avant les années 80, on a frôlé les 500. C'est pour vous montrer comment la dégradation a été faite. Et ça a commencé quand? Ce n'est pas avec Kabila, ni le père ni le fils. Voilà, je continue. Vous avez dit ici que dans la guerre qu'on nous a imposée, soi-disant nous a imposée, pour nous, la guerre, on ne nous a pas imposé la guerre. C'était la séparation entre les deux amis qui étaient venus démolir les Congo. L'autre peut-être n'avait pas trouvé son compte, donc il fallait seulement se comporter de la façon dont on a vu. Mais qui avait payé, ce sont les généraux et les colonels de l'armée, l'ancienne armée de Mobutu qui avaient apathie. Donc là, ce n'est pas bien. Et puis, vous avez reconnu que nous étions depuis la grande puissance d'hier sur le plan militaire. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je vous donne un exemple. Nous avons récupéré l'argent qui était entre les mains de la Libye. C'est grâce aux militaires formés à Kotakoli. Vous les connaissez. Et c'était une fierté pour la République démocratique du Congo, ou Zaïre, si vous pouvez l'appeler comme ça. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y ait un débâcle de la force militaire qu'on occupait hier? Et aujourd'hui, notre armée est devenue à cet état. Il dit donc, nous sommes une armée jeune. Nous ne sommes pas une armée jeune, nous sommes une vieille armée qui faisait la pluie et le bon temps ici en Afrique centrale. Mais cette main-d'œuvre que vous négligez, que vous mettez en prison, c'est-à-dire qu'il y a un plan dangereux que vous ne voulez pas dévoiler et que les vrais militaires sont pérennisés, comme disent les jeunes, excusez-moi professeur, ils sont dans des maisons, dans des prisons, mais vous formez de nouveaux recrues qui n'ont pas d'expérience pour les envoyer à l'abattoir. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Monsieur le professeur, donc ça c'est une erreur de votre part. Je termine. Je chute. Oui. Et le professeur dit que s'il y a eu guerre le 2 août, parce que les gens parlent que Laurent Désiré Kabila, ce qu'il avait promis n'était pas réalisé, c'est pourquoi il y a eu guerre. Mais vous dites que non, c'est pas ça. Mais peut-être vous détenez les secrets vous-même. Moi, je dis que c'est ça. Il y a eu cession de 300 km à l'intérieur de la République démocratique du Congo, en frontière, à partir de la frontière avec le Rwanda, Burundi, Ouganda. Maintenant, ceux qui vous ont donné les armes, qui vous ont fait signer ces contrats de l'accord de l'Émera, que vous reniez aujourd'hui, mais les écrits prouvent que cet accord existe bel et bien. Ceux-là ont dans leur tête la création de toute l'Inde à l'est de la République démocratique du Congo, mais c'est le peuple congolais qui doit être liquidé nuit et jour dans l'unique but que ces plans-là machiavéliques soient réalisés. Et vous résistez à la face du monde. Le monde entier connaît. Le monde entier a tous ces documents. Maintenant, c'est le peuple de l'Est qui est en train de trimer, qui est en train de payer les prix les plus chers du monde avec des morts gratuites. Monsieur le professeur, c'était votre erreur. Et je termine en disant, vous avez dit que si la cause est juste, une révolution peut triompher. C'est là que nous allons discuter, nous deux, monsieur le professeur. Quelle est la cause qui était juste? Vous avez reçu mandat de qui pour renverser ce qui était à la conférence nationale souveraine, dont Mobutu les avait laissé la ville de Kinshasa, gérer les affaires de l'État, nommer vos premiers ministres de la transition. Vous êtes venus renverser ces gens-là. Ce n'était pas une cause juste. Preuve est qu'aujourd'hui, notre armée ne s'assort pas parce que c'était une fausse cause
qu'on vous a trompé par une partie de la communauté internationale qui est en train de vous prêter seulement main forte. Mais donc les pays aujourd'hui manquent de routes. Je croyais au moins qu'en arrivant ici à Kinshasa, vous allez réparer toutes les routes telles que vous les voyez dans des images qu'on projetait au niveau de la communauté internationale quand vous étiez à Goma, Bukavu et consorts. Mais arrivé ici, vous faites encore pire que ça. Même des petites routes, comme avenue de Flambeau pour atteindre mon bureau. C'est l'hécatombe. Vous donnez des marchés à des gens incompétents. Voilà. Mais c'est ça. Alors, au vu de ces éléments, capitalisez que c'était une erreur de votre part. Oui. Votre cause n'était pas juste. Mais les causes qui avaient amené les MLC, les restes des rebelles à combattre le pouvoir de Laurent Désiré Kabila, c'était la dictature. Or, lors de l'entrée de Laurent Désiré Kabila à Goma, dans son meeting au stade de Goma, qu'est-ce qu'il avait dit? Liberté. Mobutu, c'était dictateur. Moi, je suis venu pour détruire la dictature. Mais Laurent Désiré Kabila est venu faire pire que ça. Mais alors, là, on ne peut pas assimiler ça à cette phrase. Non, je crois qu'il y a beaucoup d'amalgame, mon cher ami. Non, non, il n'y a pas d'amalgame. Nous sommes si. sur ce que vous avez dit, je vous réponds sur ça. Mais je vais vous dire, cette cause-là n'était pas juste. Regardez aujourd'hui, nous sommes en faillite de l'État. Sur le plan économique, nous sommes à la récession. Et aujourd'hui, le Congo est par terre. Comment on peut faire pour s'en sortir? Pour ne pas s'en sortir... Ajoutez à cela la grève des médecins. Ah, ça, on va arriver. Pour ne pas s'en sortir, je termine là. Oui, oui. Vous nous amenez encore la SADC pour piller tout le reste. Non. Et comment on va s'en sortir, monsieur le professeur? Donnez-moi les pistes de solution. Votre compréhension est compliquée. Non, est très clair. Non, simplement, je vais vous dire. Voilà. La dégradation économique du Congo ne date pas d'aujourd'hui. En 1960, nous étions au même niveau de développement que le Canada, plus que l'Afrique du Sud, la Corée du Sud. Dans les années 60, avant 60, les malades sud-africains venaient se faire soigner ici chez nous, à l'hôpital de la Jikamine, à la clinique de la Jikamine à Lubumbashi, à l'hôpital Rena Street ici à Kinshasa, Ngaliema, tous. Ils venaient ici. Aujourd'hui, c'est nous qui allons là. Ce n'est pas Kabila qui a détruit ça. Nous sommes arrivés à un moment donné, avant votre arrivée, attendez, la clinique Ngaliema fonctionnait mieux. J'ai eu 5 enfants, 4 enfants dans cette clinique, c'était meilleur qu'aujourd'hui. D'accord, monsieur. Grâce, je vous dis, voilà. Grâce au taux du cuivre, dans les années 75, hein, tout ça parce qu'il y a la guerre du Vietnam, les Américains avaient besoin de cuivre pour les avions, tout ça. Nous avions une économie d'extraction, j'ai dit. C'est-à-dire au niveau des exportations, il y avait beaucoup d'entrées de devises, à tel point que le Congo avait une balance commerciale excédentaire. Nous avions ça. Lorsqu'il a créé la monnaie, pendant très longtemps, le Zaïre valait 3 dollars et 2 dollars. 10 francs français. Et nous étions parmi les 10 monnaies les plus fortes du monde. Dans ces années-là, 70, jusqu'à peu près, je ne sais pas, 72, 73. Les monnaies les plus fortes du monde. Moi-même, venant de l'Europe à l'époque, venant comme étudiant, je suis venu en vacances, j'avais eu, je crois, 500 ou 300 dollars. Je n'ai pas échangé ici pour entrer en France. Je suis parti avec des Zaïres. J'arrive à National de Paris, j'ai échangé les Zaïres au taux même plus élevé à Paris, le taux du Zaïre. C'est pour vous dire d'où nous sommes venus. Mais la dégringolade n'est pas venue de maintenant. Ça date. Ça date. Déjà la zaïrianisation en 1973. Le premier pillage du Zaïre à l'époque. Tissu économique dans ce pays. Il y a eu, on a avancé comme ça, qu'au moment où le Congolais, mais c'est vrai, les Congolais se sont arrivés à tout
voir de l'extérieur, ah, le Congo est en train de mourir, le Congo est en train de gringoler. On n'a jamais ajouté quoi que ce soit. Même du temps de Mobutu, il y avait autant d'argent. On n'a jamais ajouté un seul bâtiment à l'université de Kinshasa. Aucun. Aucun. À l'IPN, aucun. Nulle part où on a construit. Il n'y en a pas eu. Moi, je suis à l'université depuis ces années-là. On n'a pas ajouté une seule maison, une seule brique. On n'a pas ajouté. Et ça date de cette époque-là. Alors, dites-moi aujourd'hui, mon cher ami, que vous puissiez dire qu'on a tout perdu maintenant, ça c'est une fausseté. Non. La chute a commencé depuis ce temps-là. Nous avons même connu un moment où chacun pouvait exporter ses zaïrs. Est-ce que vous oubliez cette période? Ils commandaient les zaïrs en Argentine, en Allemagne, ou je ne sais dans quel pays. Ici, les gens venaient avec des conteneurs de privés. Des conteneurs de zaïrs. C'est la même zaïrs. chose aujourd'hui. Non. Alors en définitive, On vient de saisir, on n'a même pas saisi, on vient d'injecter au moins des conteneurs de 40 pieds à Goma. Non, la radio avait annoncé de 500. Je vais vous dire Mais c'est une la chose. même chose, monsieur. Je vais vous dire une chose. C'est la même chose. Non, non, non. Vous avez l'amalgame, c'est pas bon. C'est la radio Okapi qui avait annoncé. Vous dites que 200 millions que la Banque mondiale a donné, c'était pour essayer de sauver. Non. C'est-à-dire, on a vu que les retombées de la crise internationale allaient faire effondrer le cours du franc congolais. Mais oui. Non. Mais c'était pour ça. C'était pour compenser cela qu'on a donné les 200 millions de dollars à la banque. Et c'est ça qui sert aujourd'hui à réguler le marché monétaire au Congo. Mais si, c'est ça. Alors, si vous avez autre chose, mais c'est ça. C'est pour ça. Non, vous n'avez rien expliqué. Vous avez expliqué à côté. D'accord, professeur. Alors, en définitive, qu'est-ce que nous pouvons alors retenir aujourd'hui par rapport au niveau où nous sommes? Non, qu'est-ce que même ils ont apporté? Parce que Mobutu a tombé, parce que la deuxième République a mis le pays à cet état. Mais pendant 12 ans, qu'est-ce que même ils ont fait maintenant? Je vous en prie, monsieur Moka. Pour stopper l'hémorragie. En définitive, aujourd'hui, au niveau où nous sommes, il faudrait quoi pour que la RDC puisse se lever du bon pied? La première des choses, l'une des conditions de développement, c'est la paix. Lorsqu'il y a la paix totale au Congo, il va y avoir des investissements, il va y avoir beaucoup d'autres choses qui vont arriver. Aujourd'hui, quand on dit on ne fait rien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu changer s'il n'y avait pas de guerre. Lorsqu'il y a la guerre quelque part dans le sud Kivu, dans le nord Kivu, ça demande de l'argent pour acheter des armes, pour acheter des munitions, pour acheter tout ça. Donc il faut nécessairement que l'on arrive vraiment à éradiquer tous les foyers de conflits. Il n'y aura plus assez de remaniements. Non, c'est-à-dire qu'il y aura, en ce moment-là, on pourra épargner tout ce qu'on dépense pour faire face à la guerre, à autre chose. Voilà, on me fait signe que le temps part très rapidement. Je prends deux questions que les téléspectateurs ont posées, à vous bien entendu, professeur. Comme ça, je reviendrai à M. Moka pour sa réaction et aussi ces deux questions. Monsieur me pose la question de savoir, professeur, pourquoi les hommes intellectuels aujourd'hui qui bénéficient de la confiance de la population nous déçoivent? Donc nous n'avons plus confiance aux éminents professeurs de notre pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas comment un pays ne peut pas... D'abord, il faut partir de l'idée qu'un pays ne peut pas se développer sans le savoir. La connaissance est la première, la formation, la connaissance est le premier élément moteur du développement. Ça, c'est vrai. Ils déçoivent de quelle façon? Politiquement, peut-être. Il y a des gens qui, depuis longtemps d'ailleurs, depuis le temps où nous avons été avec Mobutu, on a utilisé les intellectuels pour justifier l'injustifiable. Je connais un ami qui a été ministre 11 fois au gouvernement de Mobutu. Mais il n'avait jamais fait plus de 6 mois. La seule fois où il a fait longtemps, c'était, je crois, 8 mois ou 11 mois. Un jour, il pose la question au président. Je suis économiste.
Ça fait 6 fois que vous me nommez au ministère de l'économie. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Et pourquoi je pars de là? Alors Mobutu lui demande, combien de fois? Il dit, oui, 6 fois. Et mais je n'ai jamais fait plus de 7 mois ou 8 mois à ce poste. Alors le Mobutu dit, ah bon? Bon. Et il attend, quelques mois après, il est encore remanié, on le fait partie de là. Il dit alors, je comprends qu'il ne veut rien de moi. Un intellectuel, quelqu'un qui vient dans un ministère et qui a un poste de responsabilité, doit avoir le moment de mettre en œuvre tout son savoir, toutes ses compétences. Je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'on peut le juger. Mais on ne peut pas juger quelqu'un en quelques mois, en quelques semaines. Il dit non, il n'a rien fait, il est incapable. Non, c'est pas comme ça. Il faut du temps. Merci beaucoup, monsieur Gabriel Moka. Oui. Une réaction par rapport à la réflexion du professeur Mopapa et aussi 2 questions pour vous. Pourquoi pas apprécier les discours du président, mais vous ne voyez que les choses dans un mauvais œil. Donc, vous devez avoir le courage de positiver les choses. Voilà, ça c'est Maître Kaouzi qui vous fait cette réponse. Comment je peux apprécier le discours du président quand je dis que lui-même il m'a rejoint, que la SADC n'apportera rien? Nous n'attendons rien de la SADC.
Mikili Live.